Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Dans Musicule, Patrick Duché termine la saga de Nick Cave avec l'album Dig Lazarus Dig de 2008, c'est l'épisode numéro 12. Catherine Desormières, dans ses 10 minutes chroniques, présente l'écrivaine Margaret Atwood. Quant à Annie Drogo, dans ses lieux-dits, elle s'entretient avec Yvan Le Soudier, plasticien, voyageur et peintre. Musiculte, saison 6, épisode 12. Il est question de Mauvaise Graine et de 12 albums de Nick Cave and the Bad Seeds. Aujourd'hui, c'est Dig Lazarus Dig. Nest up in the autumn branches, built from nothing but high hopes and thin air. He collected up some baby blasted mothers. They took their chances, and for a while they lived quite happily up there. He came from New York City, man, but he couldn't take the pace, and thought it was like a dog-eat-dog world. Then he went to San Francisco, spent a year in outer space with a sweet little San Franciscan girl. I can hear my mother wailing and a whole lot of scraping of chairs. I don't know what it is, but there's definitely something going on upstairs. Nous terminons en beauté ce cycle Nick Cave and the Bad Seeds avec ce qui est peut-être le dernier album de pur rock du groupe, à tel point qu'Antoine Binamé et Laurent Riepi, dans leur livre Nick Cave, Mauvaise Graine, décrivent Dig Lazarus Dig comme étant l'album le plus new-yorkais des Australiens. Sans doute parce qu'il est la fusion parfaite de garage rock, de blues et de funk. L'influence du side project Grinderman, dont le premier album est sorti un an plus tôt, se fait fortement sentir, et cela bien que chaque album jusque-là se fût construit en réaction au précédent. Détail de look, Cave a conservé de Grinderman l'épaisse moustache et la chemise blanche largement ouverte sur son torse velu, sur lequel flotte une croix chrétienne. Contrairement à ce que les journalistes pourraient penser, Cave ne se dit pourtant pas chrétien. Et la croix, c'est juste au cas où, dit-il dans Les Un Rock, ajoutant « Je crois en Dieu, je suis encore très touché par l'histoire du Christ quand je lis la Bible et les évangiles, mais ça me met en colère de voir ce dont la religion est responsable. » La couverture du disque est flamboyante avec son titre sous forme de néon jaune-orangé, une fois de plus l'œuvre du styliste Tom Hingston. D'autre part, on ressent le même sentiment d'urgence à l'écoute de ce 14e opus studio, sans doute parce que le chanteur a viré le piano de ses arrangements. Dans Les Inrecuptibles, il avoue à Stéphane Deschamps en mars 2008 que l'enregistrement s'est déroulé comme dans un rêve, 15 chansons ayant été mises en boîte en 5 jours, mais que l'écriture des textes a pris plus de temps, car Cave a ressenti le besoin d'écrire des textes pour se surprendre lui. Ainsi, la référence à Lazare dans le titre lui évoquait un souvenir terrifiant, ce personnage biblique étant pour lui le premier zombie au monde. En fait, ce disque est en quelque sorte une résurrection, car Cave a lui-même plusieurs fois frôlé la mort suite à des overdoses. Dans le magazine The Word,
Andrew Harrison trouve que Grinderman a eu sur Cave l'effet d'une pilule de Viagra, lui donnant l'inspiration de ses ruminations bluesy, interprétées dans un style mixant Jack Kerouac et Mark E. Smith, leader du groupe punk anglais The Fall. Ce qui a fait que Cave a produit des textes au lyrisme échevelé, dans le genre, ouvrez les guillemets, le marchand de sable, cet inséminateur, lui ouvre les jambes comme une lettre d'amour et pénètre ses rêves. Bon, ça sonne mieux en anglais, mais vous avez l'idée. Everybody's coming around my place. Everybody's coming around, oh baby, don't you see? Everybody wanna be a midnight man. Don't disturb me as I sleep, treat me gentle when I wake. Don't disturb me when I sleep, even though your body aches. And even though your body aches to serve at his command, between the walls she still adores her ever-loving man. Close your eyes, sleep in him. Dream of your lost sons and daughters. Me, I'll raise up my dorsal fin and glide up and down the waters. I'll glide up and down the waters, and I'll walk upon the land. And I'll call them out, the ones who doubt your midnight man. Si on connaît l'admiration de Cave pour Elvis Presley, l'influence de Johnny Cash est encore plus forte sur sa propre posture, comme il le raconte à Ugo Cassavetti dans Télérama, daté du 6 mars 2008. Je me souviens tout jeune, au début des années 70, avoir regardé à la télé le Johnny Cash Show. Il arrivait au début de l'émission, tout en noir, de dos, il se retournait lentement et disait « Salut, je suis Johnny Cash ». Ça me donnait des frissons et mes parents étaient mal à l'aise. Sa musique n'était pas du rock bruyant, mais il avait un côté hors la loi, inquiétant et sinistre, et ça m'enchantait. Cave ajoute « Apparemment, mon allure, mon comportement faisaient de moi un chanteur. Mais j'ai mis des années avant de me sentir à l'aise dans ce rôle. » Ce renouveau rock, Cave l'atteint à l'âge canonique de 50 ans, alors que l'album atteint la 4e place des charts, du jamais vu dans sa discographie, détrônant ainsi Murder Ballads, pourtant porté en 96 par le méga-tube pop Where the Wild Roses Grow, en duo avec la méga-star de l'époque, Kylie Minogue. Ugo Cassavetti de Télérama, donc, trouve l'homme plus affable, moins méfiant, mais estime qu'il a néanmoins conservé l'essentiel, l'énergie rock et un style inimitable qui transparaissent dans un dernier opus explosif. Il est vrai que Cave a aussi atteint un aura et un niveau de respectabilité certain. Il a écrit plusieurs romans, l'université de Westminster donne des conférences à son sujet, il a une statue de lui en bronze dans sa ville natale de Warracknabeal, il a produit plusieurs musiques de films, une exposition sur lui s'est ouverte à Melbourne, à tel point que Michael Odell du mensuel britannique Q le taquine en juin 2008 en disant qu'il est célébré comme un chanteur mort. Je ne me repose pas sur mes lauriers, mais je dois avouer que j'y trouve beaucoup de satisfaction, répond Cave. Pour autant, c'est du boulot. Je pense déjà au prochain album de Grinderman. Mais, ceci dit, je préfère que l'on parle de moi de mon vivant plutôt qu'après. It must feel nice to know that somebody needs you. And everything moves slow.
ash to the sand, and the night drifts in. The snow provides a silent cover, and I'm not your favorite lover. I turn on the radio, and it must feel nice. It must feel nice. Oh, very, very nice to know that somebody needs you. Le mois prochain, nouveau cycle de musique culte qui sera consacré cette fois-ci à un chanteur français ayant popularisé des musiques caribéennes et tropicales dans l'Hexagone. D'ici là, bonjour chez vous. « 10 minutes chronique », une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Pour la dernière émission de 10 minutes chronique de l'année 2025, voici un hommage à une immense auteure, Margaret Atwood, qui était reconnue dans le monde littéraire bien avant de publier La Servante écarlate en 1985. Elle vient de publier ses mémoires, Le Livre des Vies. Cet ouvrage n'est pas à proprement parler une autobiographie, mais bien des mémoires, au sens latin, memini, se souvenir. Qu'est-ce que la mémoire au fond, dit-elle, sinon la somme dont on se souvient ? Son premier livre s'intitulait « La femme comestible », paru en 1969. Et combien d'ouvrages depuis ? Une vingtaine de romans, autant de recueils de poésie, autant d'essais et une douzaine de recueils de nouvelles. En ce 18 novembre 2025, jour de son anniversaire, elle a fêté à Paris sa 87e année. Je vous propose d'écouter en deuxième audition une émission qui lui a été consacrée en 2021. Margaret Atwood nous y fait entendre une pensée qui vagabonde, entre souvenirs vibrants et observation d'un monde inquiétant, comme seule la tranquillité de la solitude peut faire naître. En un peu plus de 10 pages, elle retrace les bribes, dirions-nous, effilochées, d'un passé obscurci par un présent inquiétant, cela avec peu d'artifice. Une femme assise sur son canapé. Il semblerait parfois que rien ne vaut l'adaptation d'un roman au cinéma, ou mieux, scénarisé en une série télévisée, pour qu'un écrivain devienne mondialement connu. Qui aujourd'hui ne sait pas qui est Margaret Atwood ? Si par hasard son nom échappe à quelqu'un, il suffira de lui souffler le titre de La Servante écarlate, roman paru en 1986 et devenu célèbre en 2017 sous la forme d'une série télévisée. Merveilleuse observatrice des relations entre les humains, elle excelle à la description des mouvements de pensée chez ses personnages féminins. Féministe elle a toujours été, qui en douterait. Pourtant, elle ne s'en vante pas particulièrement. Dans une émission de France Culture, elle dit « Si être féministe, c'est dire que les femmes sont des êtres humains, oui, je suis féministe. » Tout en précisant que le mot féminisme ne signifie pas que les femmes sont des anges. Elle est surtout ennemie farouche du totalitarisme et en tant que telle ne peut pas admettre le moindre accroc à la liberté. C'est dans ce sens qu'elle évoque aussi dans ses romans la nature menacée et l'avenir de la planète, car le présage de catastrophe est aussi celui de nos libertés en péril. Dans le numéro 13 des éditions du Serpent à plumes en 1995 est parue une nouvelle intitulée « L'âge du plomb ». Ces quelques pages réussissent sans déclaration, grâce aux pensées vagabondes d'une femme assise au creux de son canapé, à mêler l'intime aux tourments de la société. En voici les premières lignes, son récit et des extraits. L'homme est resté enterré
durant 150 ans. Ils ont creusé un trou dans le gravier gelé, au plus profond du permafrost, et l'ont déposé là pour que les loups ne puissent l'atteindre. C'est du moins ce que l'on suppose. Lorsqu'ils ont creusé le trou, le permafrost s'est trouvé exposé à l'air qui était plus chaud. Cela a fait fondre le permafrost, mais il a gelé de nouveau après que l'homme eut été recouvert, si bien que lorsqu'on l'a ramené à la surface, il était entièrement pris dans une gangue de glace. Jane ne regarde pas beaucoup la télévision. Autrefois, elle la regardait davantage. Elle suivait les comédies feuilletons le soir, et lorsqu'elle était étudiante à l'université, elle regardait l'après-midi des séries qui parlaient d'hôpitaux et de gens riches, histoire de musarder. Pendant un moment, il n'y a pas si longtemps, elle regardait le journal du soir et absorbait les catastrophes, pelotonnée sur le canapé, une couverture sur les jambes, tout en buvant du lait chaud au rhum pour se détendre avant d'aller au lit. Tout cela était une sorte de fuite. Mais ce que l'on voit à la télévision, quelle que soit l'heure de la journée, frôle de trop près sa propre vie. Quoique dans sa vie, rien ne demeure dans des compartiments bien rangés, comédie ici, aventure minable et larmes sentimentales là, accidents et morts violentes dans les flashs de 30 secondes qu'ils appellent instantanés, comme si c'était du chocolat en poudre. Les pensées de Jane dérivent alors vers la période pas si lointaine de son adolescence, en tout cas vers ce qui de ces moments lui paraît encore si proche, si vif. Maintenant le regard fixé sur la télévision, alors que le losange de glace fond petit à petit et que la silhouette du corps du jeune marin se précise et s'affine, Jane se souvient de Vincent, à 16 ans. C'était difficile pour les professeurs d'avoir de l'autorité sur Vincent, car il semblait ne jamais avoir peur de rien. Il se moquait de tout et était adoré. Il n'était pas adoré de la même façon que les autres garçons, ces garçons à la lèvre inférieure, boudeuse et aux cheveux gominés, avec un air étudié de menace qui couve sous la cendre. Il était adoré comme un animal familier. Non pas un chien, mais un chat. Il allait où il voulait, et il n'appartenait à personne. Personne ne l'appelait Vince. Curieusement, il plaisait à la mère de Jane. D'habitude, elle n'aimait pas les garçons que Jane fréquentait. Peut-être lui plaisait-il parce qu'il était évident à ses yeux que ses sorties avec Jane n'entraîneraient aucun résultat néfaste. Pas de peine de cœur, pas de lourdeur, rien de pesant. Rien de ce qu'elle appelait conséquences. Conséquence, la pesanteur du corps, la chair épaissie traînée comme un fardeau, la minuscule tête de lutin encadrée de volants dans le landau, bébé et mariage dans cet ordre. C'est ainsi qu'elle comprenait les hommes et leurs désirs furtifs, tâtonnants, menaçants, parce que Jane elle-même avait été une conséquence. C'était une erreur, c'était un bébé de la guerre, c'était un crime qui devait être payé, encore et toujours. Jane et Vincent ne sortaient pas ensemble à proprement parler. Ils tournaient plutôt les sorties en dérision. Quand la voie était libre et que la mère de Jane n'était pas à la maison, Vincent apparaissait à la porte, le visage peint en jaune vif. Jane mettait sa robe de chambre le devant derrière et il commandait un repas chinois, affolait le livreur et mangeait assis en tailleur sur le sol, maladroitement, avec des baguettes. Jane revient à l'émission de télévision. Son attention flottante teintée d'un vague effroi à l'évocation par les experts et les historiens du cadavre retrouvé gelé d'un homme du XIXe siècle, John Torrington, navigateur de l'expédition Franklin, laquelle a disparu en 1875 en Arctique. Puis sa pensée continue à vagabonder dans son passé. Jane et Vincent s'en allèrent vers des villes différentes. Ils échangèrent des cartes postales. Jane travailla de ci, de là. Elle vécut avec plusieurs hommes, mais dans chaque appartement il y avait toujours des cartons, à elle, qu'elle n'arrivait jamais à déballer. C'était aussi bien parce que cela rendait les déménagements plus faciles. Jane retourna à Toronto et trouva la ville 10 fois plus intéressante que lorsqu'elle l'avait quittée. Vincent était déjà là, il rentrait d'Europe,
où il avait fait une école de cinéma. Toujours complices, toujours si proches, ils reprennent leur relation, telle qu'auparavant. Tout ce temps-là, elle était avec Vincent, plus ou moins. Ils avaient essayé d'être amants, mais ça n'avait pas été une réussite. Il leur fallut des mois pour revenir à la normale. Au milieu de ces questionnements sur l'agonie de John Torrington et sur l'origine de sa mort, les pensées de Jane la ramènent au souvenir d'autres disparitions. Tant de gens dans les années 80 ont perdu la vie autour d'elle. On aurait dit qu'ils étaient affaiblis par quelque agent mystérieux, comme un gaz sans couleur, sans odeur et invisible, si bien que n'importe quel microbe de passage pouvait envahir leur corps, s'emparer d'eux. Jane commença à s'intéresser au genre de faits divers qu'elle parcourait rapidement naguère. Forêt d'érable mourant des pluies acides, hormones dans le bœuf, mercure dans le poisson, pesticides dans les légumes, poison pulvérisé sur les fruits, Dieu sait quoi dans l'eau potable. Elle s'abonna à un service d'eau de source en bouteille et se sentit mieux pendant quelques semaines, puis lut dans le journal que cela ne lui ferait guère de bien parce que quelque chose s'était infiltré dans tout. Chaque fois que vous respiriez, vous en inhaliez un peu. Elle envisagea de quitter la ville, puis lut des articles sur les décharges toxiques, les déchets radioactifs cachés ici et là, dans la campagne, et masqués par le vent luxuriant, trompeur, du frisli des arbres. Vincent est mort depuis moins d'1 an. À nouveau happée par la télévision, elle comprend la raison de la disparition de John Torrington et de tous ses compagnons. C'est à cause des boîtes en fer blanc dans lesquelles étaient conservées viande et soupe, cette technologie nouvelle de l'époque censée protéger du scorbut et de la famine. Leurs couvercles étaient soudés au plomb. C'est ce qu'ils avaient mangé qui les avait tués. Jane éteint le téléviseur et regarde par la fenêtre. Elle y voit éparpillé sur le trottoir du plastique, des boîtes de soda écrasées, des emballages. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine dans Viva Culture sur Westrack Radio et aussi sur le podcast de 10 minutes chronique. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Yvan de Soudier qui va se présenter. Yvan. Je me présente, donc qu'est-ce que je suis ? Je suis plasticien et voyageur. J'aime bien appeler ça comme ça. Ça résume pas mal, je crois. Quand j'étais gamin, j'ai commencé par... ma première vocation, c'était balayeur des rues, parce qu'on voyageait toute la journée, on était indépendants. Ensuite, ça a été le cirque, pour les mêmes raisons, on se balade tout le temps. Et puis, dès l'âge de 12 ans à peu près, ça a été, j'avais comme exemple mon père qui était architecte, ça a été l'envie du dessin et ça a tenu jusqu'à maintenant, où j'ai 75 ans. Alors, vous n'êtes pas que peintre, si je comprends bien. Je suis surtout pas peintre. J'ai pas envie d'être ça. Même si j'aime la peinture et j'en fais, c'est pas l'essentiel de ma vie. C'est pas l'essentiel de mes envies. L'essentiel de mes envies, en fait, c'est à quoi ça sert tout ça ? C'est-à-dire à quoi ça sert de dessiner, à quoi ça sert même de faire de la peinture ou des volumes. Et pour moi, j'ai trouvé ma réponse. Ça sert à expliquer et à faire se rencontrer les gens, que ce soit au niveau local, national ou international. Et c'est ce que je fais depuis quelques dizaines d'années. Et alors, si la peinture n'est pas votre but ultime, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que je fais ?
Alors on commence par quoi? En fait, il faut remonter, je crois, à l'époque des Beaux-Arts, où au bout de 5 ans d'études, on sort avec un très joli diplôme, et on ne sait pas du tout à quoi ça sert. Et effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Et il se trouve qu'au moment où je passais le diplôme, on m'a confié un petit boulot graphique, c'était un petit dépliant. Je l'ai fait, ça l'a plu au client, qui m'a envoyé d'autres clients, qui m'ont envoyé d'autres clients, et ça a été crescendo pendant des années et des années. Si bien qu'au bout de quelques années, je commençais à avoir, j'ai dit un carnet d'adresses, j'aime pas ça, mais c'est un peu ça, je connaissais des tas de gens dans différents métiers, et j'aimais bien avoir tous ces gens qui savaient faire des tas de choses que je ne savais pas faire. Alors j'ai fini par proposer de faire un travail commun, j'apportais ce que je savais faire, eux ils apportaient aussi. Donc ça s'est passé sous forme d'un regroupement d'entreprises, j'en ai eu jusqu'à 35, où, enfin non, il y a eu une autre histoire avant, mais même là, où chacune des entreprises était en fait représentée par une sculpture, un volume plutôt. Il y avait 3 possibilités, ou bien c'était moi qui concevais le volume, ou bien c'était les employés de l'entreprise, et de préférence, c'était eux qui, au final, même si c'était moi qui avais fait le projet, qui réalisaient le volume en question. Et puis ça a donné lieu à pas mal d'expositions, et en France et à l'étranger. Donc on baladait un petit peu l'image du Havre comme ça, et il y a eu une autre image, oui, où c'était uniquement moi, je faisais des peintures, mais qui n'avaient pas d'importance en elles-mêmes, sauf qu'elles étaient présentées sur des panneaux d'affichage dans différentes villes de France. Et ça a duré, donc tout ça, ça a duré pas mal de temps. Et vous avez dit que vous aviez fait autre chose avant? Non, c'était un petit peu l'histoire des peintures qui se baladaient. En fait, ça a commencé par ça. Et c'est après où j'ai fait travailler chaque entreprise indépendamment, quoi. Alors dans un premier temps, tout le monde était regroupé. D'accord. Et ensuite? Et ensuite, après ça, bon, il s'est passé différentes choses. Mais alors les voyages continuaient en dessous, c'était toujours présent. Et je saute pas mal d'années là, mais... Et j'arrive en 2002, 2003 je crois. Oui, si, c'est ça. Non, je dis des bêtises, c'était en 93, c'était bien avant, je suis désolé. Oui. Et je mets pour la première fois les pieds au Vietnam, et je suis tombé amoureux de ce pays, vraiment tout de suite. C'était pas le Vietnam de maintenant, c'était il y a 30 ans, et c'était totalement différent. Et voilà, je suis resté... En revenant, j'ai fait des photos comme tout le monde. J'ai eu envie de me faire un petit album un peu complet. Alors pour que ce soit complet, il fallait que je rencontre les gens, que je les entende parler, que j'entende le son et tout ça. Donc je suis retourné 1 fois, 2 fois, 3 fois. En tout, je suis allé 8 fois au Vietnam, je crois. Et donc j'ai fini par faire un livre avec donc des images, des textes, mais les textes, ce ne sont pas moi qui parle, ce sont tous les gens que j'ai rencontrés. Et tout ceci est accompagné d'un disque avec des ambiances sonores de l'époque. Je dis de l'époque parce qu'il y a des trucs qui n'existent plus maintenant, qu'on n'entendra plus. Voilà. Une fois que ce bouquin a été fait, je suis retourné encore 1 fois au Vietnam pour donner le livre. Et puis j'ai appris que un sommet de la francophonie allait avoir lieu l'année suivante, 2 ans après plutôt. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc je suis parti faire le tour du monde, enfin en partie le tour du monde, pour récolter des images, des sons, des textes des gens que je rencontrais, donc sur 8 pays, sur 4 continents. Ensuite, avec ça, j'ai monté une expo qui est allée se balader dans différents pays, et notamment au Liban, où j'avais rencontré une personne qui m'a parlé des problèmes de femmes et tout ça. Et j'ai eu envie de faire un bouquin sur les femmes dans les mêmes conditions que les autres, c'est-à-dire plusieurs pays sur 4 continents. Et là, il y avait une petite différence, je n'écoutais pas les gens parler, je leur demandais de m'écrire. Et ça a donné lieu à un bouquin qui s'appelle « Femmes vues d'en face ». Voilà, ça résume déjà une bonne partie parce que ça m'a bien occupé tout ça. Et puis ensuite? Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Là encore, il faut sauter des années, je crois, parce que... Il y a eu, oui, après un voyage, non, avec ma compagne à l'époque, qui est décédée, on avait décidé de quitter la France. Le problème, c'est quand on quitte la France, c'est pour aller où? On n'en savait rien, puis finalement, on a atterri au Mali, qui est un pays tout à fait sympa, très bien, mais très dur à cause du climat. Alors j'ai essayé de monter un projet similaire avec
des artisans. Ça aurait pu marcher, mais réellement, à cause du climat, on n'a pas pu rester, surtout moi, et on est rentré. Mais comme on était assez déçus d'une sorte d'échec, qu'on n'était pas un en fait, on a décidé de repartir, et le hasard, enfin demi-hasard, a fait qu'on est arrivé au Maroc. Je pensais jamais remettre les pieds dans ce pays, et je suis retombé amoureux de ce pays finalement. Et avec ma compagne, on a acheté une maison, et puis voilà, en gros, je dirais, ça fait 20 ans que j'y suis, quoi. Et donc, ça a suivi. Alors, pour revenir aux arts plastiques liés au voyage, il y a maintenant, ça va faire 10 ans, comme je connaissais bien l'endroit, je connaissais une galerie, donc des peintres, et j'ai eu envie de faire un petit échange, en l'occurrence Essaouira et Le Havre. 2 points communs, je vivais dans les deux, et puis il y avait la mer. Voilà. Donc j'ai proposé à cette galerie de faire venir des peintres ici, de les faire exposer, et en échange, on allait, avec 2-3 amis, exposer au Maroc. Ça s'est passé. Ma compagne est décédée. J'ai tout arrêté, et puis j'ai repris un peu après. Et je me suis dit, si ça marche avec un pays, ça va marcher avec 3 ou 4. Donc j'ai entamé la prospection. Essentiellement, je pensais d'abord dans les pays de l'Est, parce que c'était à portée de camions, de véhicules, c'est-à-dire on pouvait transporter des peintures facilement et tout ça. Et puis ça s'est étendu, ça a été jusqu'en Corée notamment, dans différents pays. Et au lieu de 4-5 pays, je suis arrivé à une douzaine de pays, donc une douzaine d'échanges dans les deux sens, où les gens venaient exposer et nous, on allait exposer sur place. Et puis donc, à la fin, je voulais tous les réunir. Alors ça s'est passé, sauf que ça a été décalé plusieurs fois à cause de notre ami Covid. À chaque fois, il fallait reporter. Mais finalement, ça s'est fait quand même, et en 2022. Donc ça, c'était bien. Et en 2024, j'avais envie encore de prolonger l'histoire. J'ai fait venir des... Alors cette fois, il n'y en avait plus, c'était plus 12 pays, il y en avait 16. J'ai fait venir des artistes de 16 pays. Ils ont travaillé ensemble pendant une semaine. Ils ont exposé ensemble. Et apparemment, tout le monde était content. C'est une très bonne chose. Voilà. Ça résume en quelques minutes un petit peu ce que j'ai fait depuis 50 ans maintenant, quand même. Et la suite, je ne sais pas. Le projet. Non, le projet, ça va peut-être... Je vais continuer sur la même lignée. C'est-à-dire reproduire ce genre de rencontres où tous les gens vraiment... Parce que dans les premiers cas, quand il y avait des échanges juste au niveau exposition, les gens se croisaient, mais ils faisaient que se croiser, ils n'avaient pas le temps de se connaître un peu. Alors que quand ils travaillent ensemble pendant 8 jours, ils ont le temps, ils apprécient. Donc j'ai envie de recommencer cette expérience, mais en plus important. C'est-à-dire il y avait 16 pays, j'en voudrais au moins une vingtaine. Quoi. Vous êtes gourmand ? Oui, un peu, oui. Non, surtout, et si, on ne sait jamais, peut-être que des personnes qui écoutent vont connaître, beaucoup de mal à trouver des peintres ou sculpteurs qui viennent d'Afrique. Ah bon ? Beaucoup de mal. Donc c'est un... Pour quelle raison ? Je ne sais pas, j'ai pas réussi à... Enfin, si, à vrai dire, j'avais trouvé 2 pistes. L'un était suisse-béninois, ça n'a pas suivi, je ne sais pas pourquoi. Et le deuxième, hélas, il était togolais, mais il était handicapé, ce qui posait d'énormes problèmes techniques. Donc je m'adresse à tous, et réellement, si vous connaissez des artistes étrangers, alors c'est vrai pour l'Afrique, mais le monde entier, c'est vrai, vous pouvez leur en parler, et vous pouvez me contacter, ce sera avec plaisir. Ce sera de toute façon pour l'année 2027, donc dans 1 an et demi. Eh bien, nous notons. Merci. Avez-vous autre chose à ajouter ? Non, je ne crois pas, non, j'ai fait le tour, non, un peu. C'est votre fiche ? J'ai fait le tour. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis de pouvoir faire ce genre de projet. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Margot Poutavi. À notre agenda culturel, notez la 15e édition du Festival de littérature Le Goût des Autres, du 15 au 18 janvier. Je vous le dis d'autant plus à l'avance que vous devez
Si vous le pouvez, réservez vos places par internet. Les entrées sont libres, bien évidemment. Et le thème cette année, c'est le thème du jeu. Je vous souhaite une bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à 11h sur Westrack Radio. Écoutez cette radio. Rendez-vous sur Viva Culture. Et puis aussi, rejoignez-nous. Le 8 décembre, donc demain, nous aurons notre bistrot culture. Il a lieu cette fois-ci au Jost, le bar de l'auberge de jeunesse. Allez aimer Césaire. Au revoir.